À l'époque, on avait tourné une vidéo il y a 1 an. Je pense que j'étais à 3-4 000 euros. Là, je suis à effectivement 10 000 euros par mois. Tu vois, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit bon, là j'ai réfléchi à créer une poste pour me lancer en freelance à temps plein, etc. Est-ce que je vais à Dubaï? Est-ce que je reste en France et je fais un truc peut-être avec des associés, un truc avec des collaborateurs? Allô, ça va? J'ai posé ma démission. Elle était là, moi. Ah déjà? J'ai dit ouais, j'arrête dans une semaine, c'est fini. Ouais, écoute, on avait dit à la tienne. Ouais, à la tienne. Allô? Bon les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné un épisode. J'avais justement invité Nathan la dernière fois, mais ça fait 1 an, je crois qu'on a tourné. Plus d'1 an, ouais, qu'on a tourné. Ouais, ça fait longtemps. Donc du coup, là on profite parce qu'on est en voyage en Croatie ensemble et on s'est dit que ça serait cool de tourner un épisode ensemble parce que tout simplement on a peut-être des choses à vous apprendre. Donc vas-y, Nathan, je te laisse te représenter peut-être si… Ouais, rapidement, du coup, la dernière fois on avait fait un podcast, on était en distanciel, Ouais. donc c'était un peu compliqué. Mais très rapidement, moi du coup, je fais des sites internet pour des clients, donc soit des boutiques e-commerce, soit des sites vitrines. Je travaille principalement sur Shopify, Webflow, WordPress, donc les 3 CMS sont utiles sur différents projets. Et ça va faire 4 ans bientôt que je fais ça déjà, à mon compte. Donc voilà, mais on aura l'occasion d'en parler après. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup un peu ton parcours, etc., ça peut être cool aussi que tu… Ouais, rapidement, du coup, moi j'ai pas de diplôme particulier, j'ai même pas le bac. J'ai travaillé chez McDo 3 ans. Enfin voilà, c'est fou, le ça, parcours un peu chaotique, et je me suis dit voilà, non, je reste pas chez McDo, genre c'est pas possible. Je veux pas rester comme ça. Enfin, j'avais de l'ambition, tu vois, mais juste pas les compétences nécessaires pour arriver à la hauteur de mes envies. Et du coup, j'ai travaillé longtemps dans des petits boulots à droite, à gauche, etc. Je me suis formé en parallèle tout seul, en autodidacte, sur la création de sites en l'occurrence. Donc tout simplement apprendre une compétence et la monétiser, c'était ça mon but, pour être freelance et pouvoir un peu, comme maintenant, voyager et être un peu plus libre. Donc voilà un petit peu en résumé le Et parcours. toi, au début, tu te disais que c'était pas possible d'en arriver là à l'époque? Ouais, non, parce que j'avais plein de barrières limitantes, tu vois. Quand t'as pas de diplôme, en vrai, c'est compliqué de gagner plus que le SMIC, tu vois, parce que t'as pas… La majorité des recruteurs, ils regardent quand même les bagages que t'as. C'est ça. Et si t'as rien, c'est possible, hein, de plus en plus d'ailleurs, et heureusement, mais ça reste compliqué. Donc non, pour moi, tu vois, je gagnais au McDo, je gagnais par mois net 860 €, un truc comme ça, tu vois. Incroyable, putain. Et du coup, j'avais les aides, etc. Donc j'arrivais à m'en sortir, à avoir mon appart et tout, mais tout était calculé. Et moi, mon but, genre, je me souviens, j'avais une discussion avec mon meilleur pote, et on était dans la voiture et tout, et je lui avais dit, mec, si je gagne 2000 € net avant mes 35 ans, c'est trop bien. C'est dingue. Bah ouais, parce que tu sais, quand tu gagnes 800 € par mois, t'es là en mode déjà, si je gagne 1005, je suis trop bien, tu vois. C'est clair. Et donc 2000, j'étais là en mode 2000 quand même, tu vois, c'est bien et tout. Donc, ouais, gros step up, mais ça en vrai, c'est des barrières que tu as de par l'entourage et ton statut et ta posture, tu vois. Si à l'inverse, tu as des parents qui sont blindés et du coup, tu vis avec 10 000 balles par mois, tu vois, tu as d'autres attentes. Ouais, c'est pas les mêmes freins psychologiques. C'est ça, ouais, c'est ça. Déjà, le palier des 2000 €, c'est déjà quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était fait dire, c'est-à-dire des gens me disaient c'était bien les podcasts, etc. Même il n'y avait pas beaucoup de vues, mais les personnes qui regardaient, ils aimaient bien parce que on n'est pas forcément des gens qui sont ultra successful au point où tu peux pas t'identifier. C'est ça. Nous là, le but c'est vraiment qu'on soit transparent. On n'est pas dans le bullshit et en vrai, il faut le dire les choses. Il y a des gens qui bullshit de fou sur Internet. Il y en a où c'est vrai aussi, qui font beaucoup d'argent et c'est vraiment vrai. Nous, on est vraiment dans juste on est jeune, on s'est lancé, on dit les vrais chiffres, on a de l'ambition, on verra ce que ça donne. Et on est conscient que c'est sur Internet, tout le monde gagne 10 K par mois, tu vois. Nous, il n'y a pas de mal à dire qu'on a eu des galères, que c'est compliqué, qu'il y a des mois où c'est plus, il y a des mois où c'est moins. Ouais, on garde cette authenticité-là et je pense que c'est important parce qu'en vrai… Après, il y a de plus en plus ça, je pense, avec le build-in public. Ça, je trouve ça cool, tu vois. Parce que c'est vraiment authentique. Et le premier qui avait fait ça, c'était Iman Gadzhi. Je sais pas si… Bien, moi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, tu prends des vidéos d'il y a 4 ans et tu le vois, il était en mode… il avait tout son storytelling, il est incroyable parce que tu peux retracer tout son parcours grâce à ses vidéos. Et ça, je trouve ça cool. Et pas de bullshit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'aime bien ce truc d'authenticité. Il y a tellement de trucs lifestyle où, en gros, tu vois, ils font 24 heures dans ma vie. Mais tu sais que les 24 heures, tu vois, c'est un tournage en fait. Le gars, il a loué une voiture, il a loué un appart, tu vois, c'est monté pour la plupart. Et non, je pense que c'est important de garder cette authenticité-là et de créer une proximité en disant,
on était comme vous, on n'a pas Ouais, c'est forcément de clair. compétences de base, juste toi tu as appris le media buying, moi j'ai appris la création de site par C'est exemple, ça. on s'est mis à la monétiser Mm. et c'est ça qui fait que... Bon, on est devenus experts dans un domaine chacun Mm. et au final aujourd'hui on arrive vraiment bien à en vivre. Mm. Je sais pas si toi tu veux en parler un peu de tes chiffres à l'heure actuelle. Ouais, carrément. Moi, tu vois, je suis encore tout petit. Enfin, dans ma tête, pour des gens, peut-être c'est beaucoup, pour d'autres, c'est très très peu, j'en sais rien. Moi, je me vois toujours tout en bas de l'échelle, entre guillemets. Mais tu vois, je gagne 3K par mois. Et pour moi, je suis très content, vu que je gagnais 800 il y a encore 4-5 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très très peu, tu Ouais, vois, faut le dire. on n'est pas habitué. Enfin, les chiffres à chaque fois qu'on nous présente, c'est Ouais, entre c'est 10 et. bon, tu bah, vois. j'ai fait 100 000 Ouais. euros ce mois-ci. C'est Non, vrai. moi, vas-y, j'ai fait 3K, je suis content de les avoir fait. Je travaille Ouais. dur pour ça. C'est peu pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Ouais. Moi, je suis content de les avoir fait. Tu vois, j'ai pas de diplôme et tout. Donc, à la base, c'était pas quelque chose que j'aurais pu atteindre. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et c'est que le début, tu vois, je reste motivé. Je sais aussi que ça peut se casser la gueule, tu vois. Ouais, bien On sûr. n'en parle pas de ça, mais tu es là, tu veux plus, mais du jour au lendemain, tu peux aussi très bien avoir une baisse d'activité et que ça soit de l'autre côté. Donc C'est clair. voilà. Après, toi, niveau chiffre, tu es un step au-dessus, tu vois. Ouais, Faut le par dire. rapport à l'époque, on avait tourné une vidéo il y a un an. Je Ouais. pense que j'étais à 3-4 000 euros. Là, je suis à effectivement 10 000 euros par mois en recurring. Donc, ça, c'est vraiment top. Ça a bien évolué, entre guillemets. Et je suis au step où, en France, évidemment, tu te poses la question, là, clairement, TVA, société, création de société, etc. Est-ce que je vais à Dubaï? Est-ce que je reste en France et je fais un truc peut-être avec des associés, un truc avec des collaborateurs? Et moi, j'ai fait ce choix de rester en France, du coup, parce que j'ai rencontré des associés que j'adore, du coup, un qui est dans la création de sites comme toi, qui a déjà une société qui tourne depuis longtemps, et un autre, du coup, qui est dans tout ce qui est création de vidéos publicitaires, shooting avec des mannequins, etc. Donc du coup, j'ai fait ce choix-là, mais c'est pas évident, hein, parce que tu peux faire le choix d'aller à Dubaï ou même juste de faire du lifestyle, hein. On a un pote comme ça qui vit très très bien avec un lifestyle incroyable où il voyage et il c'est poste propre. pas forcément beaucoup, mais derrière, c'est C'est un choix à faire après, hein. Moi, franchement, je pense que j'aurais gardé 10K par mois et Ouais, la ouais. liberté, tu vois. Après. Pour quelle raison, du coup? Bah, parce qu'en vrai, je vis assez simplement, tu vois. Ouais. Donc, faire de l'argent, enfin, après, on n'a Mm. jamais assez d'argent. Donc, c'est compliqué, c'est un dilemme compliqué. Mais à la fin, je pense que je me serais dit, vas-y, je fais mes 10 000 par mois tout Ouais. seul. Je profite un peu de la vie, etc. Et 10 000, tu vois, déjà, Ouais. pour moi, c'est mon goal financier, tu vois. Il faut des goals financiers. Ouais, bien sûr. Pour moi, 10K net par mois, tu vois, c'est le truc où, Mm. genre, je me dis, ok, là, c'est. Ouais. Après, pour beaucoup, tu vois, ça va être en mode c'est trop, ou Ouais, d'autres, bien ils vont sûr. dire c'est peu, tu vois, chacun a sa perception du truc. Mais pour moi, tu gagnes 10K, t'es déjà. Ouais. Si tu fais pas le fou avec, t'es déjà très bien. C'est vrai, en théorie. Après, c'est vrai que tu as cette vision où tu te dis, ouais, j'en ai jamais assez. Moi, je pense que je fais un peu partie de ces gens-là où j'ai 10K, mais ça va pas assez vite, quoi. J'ai envie de Ouais. plus parce que je me dis, ouais, mais derrière, j'ai ce truc de why, entre guillemets. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir un why. Moi, j'aimerais bien offrir cette vie-là qu'on a actuellement à ma famille, tu vois, de pouvoir, je sais pas, leur offrir une baraque au bord de la mer ou j'en sais rien. Et parce que là, actuellement, du coup, on est en Croatie. On a pris un Airbnb ensemble donc pour 2 mois, donc un mois split. Après, on part à Dubrovnik pendant un mois. C'est ça. On voulait profiter tous les deux de cette liberté géographique qu'on peut avoir dans le digital. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu es content d'avoir cette liberté? Ouais, déjà, je suis super content, tu vois, parce que, encore une fois, on voit des gars sur YouTube, etc., genre qui voyagent tout le temps et tout, et trop bien, tu vois. Moi, perso, je l'avais pas fait. Là, ça fait 4 ans que j'entreprends, c'est la première fois où vraiment je pars à l'étranger pour travailler en parallèle, tu vois. Et du coup, grave content, tu vois, parce que c'est le but aussi de notre métier. On a beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, etc. Mais un gros point positif, c'est quand même la liberté géographique. Et là, c'est la première fois que je l'utilise vraiment, tu vois, où je me dis, ok, je pars, ça va rien changer à mon business, c'est même encore mieux parce qu'on est dans un cadre trop bien, on se tire vers le haut et tout. Et du coup, pour en revenir à ta question, la Croatie, moi, pour l'instant, j'adore. J'aime bien, je trouve que l'ambiance est cool, les gens sont gentils. Des paysages de fou, tu vois. Après, on n'est pas sorti énormément parce qu'on fait que travailler, faut le dire. Je travaille beaucoup, ouais. Instagram, c'est pas la vraie vie. Tu vas sur mon Insta, on dirait que je suis en vacances, j'ai ma meilleure vie et, Ouais, et je suis blindé sans le rien faire. contenu lifestyle. Mais bon, les gens veulent voir le résultat, pas le processus. C'est ça. Hein, t'es obligé, malheureusement. Même moi, c'est pareil. Tu vois, j'aime pas trop faire du contenu lifestyle, mais au final, je me suis rendu compte après un an de création de contenu éducationnel sur les réseaux format short que c'est pas du tout ce qui intéresse l'audience au final, et que sur YouTube par contre c'est très différent. Sur YouTube les gens sont là pour s'intéresser vraiment à ce que tu fais,
apprendre des nouvelles compétences. Je sais pas, j'ai l'impression que l'audience n'est pas du tout la même. Ou alors que juste ils sont là pour se divertir. Sur les formats shorts, ils n'ont pas trop envie de contenu éducatif, ça peut se comprendre également. Et du coup, j'ai fait ce switch de contenu éducationnel vers un peu plus de lifestyle en ce moment. Ouais. Moi, je pense qu'il faut mêler les deux, tu vois, parce que en fait, full éducation, tu vas viser qu'une niche très précise, très ciblée. Et voilà, alors que lifestyle, c'est plus mainstream et tu ramènes une audience qui, de base, s'intéresse peut-être pas au media buying, mais qui vont apprendre et qui vont te connaître comme ça. Je pense que c'est important de faire les deux. Mais ouais, Croatie, moi je kiffe, hein, franchement, grave cool. Après, on est dans une période creuse, donc c'est pas la Croatie de juillet-août où tu as plein de monde et tu fais la fête. C'est ça. Après, c'est pas plus mal parce qu'on est là pour travailler aussi, donc au niveau divertissement, tu vois, on n'est pas en train de se dire vas-y, on sort tous les soirs. Donc ouais, franchement, moi je. Ici, c'est bien pour être focus. Ouais, tu vas en mars, là, c'est vraiment pas cher. Franchement, on profite un petit peu du cadre sans pouvoir autant avoir tous les touristes. C'est ça. Et c'est aussi ce qu'offrent nos métiers, entre guillemets, c'est qu'on peut aller dans les mois où c'est creux, où ça coûte pas cher et profiter d'un certain lifestyle. Ça, c'est quand même dingue. Bon, après, c'est vrai que tu as moins de touristes, donc moins de rencontres, entre guillemets, mais derrière, pour le business, c'est quand même cool de pouvoir faire ça, quoi. Carrément. Après, ça nous a pas empêché de rencontrer un peu de monde, donc c'est cool, mais c'est pas, y a pas autant de monde qu'en juillet-août forcément. Donc voilà, mais ouais, sinon, franchement. Pour l'instant, première impression de la Croatie positive. Tu vas y rester, toi Y rester, c'est dur en un mois de se faire une idée, mais moi j'ai bien aimé. Genre, il n'y a pas de. Je sais pas, il y a une atmosphère où je me sens bien et un cadre sympa, tu vois. Genre, franchement, la vue qu'on a, les paysages sont très jolis, les gens sont gentils, la vie est pas très chère. Donc, franchement, clair. Moi je m'y sens plutôt bien. Après avoir dans le temps, avoir Dubrovnik aussi, tu vois, ça va changer. Ouais, c'est vrai, Dubrovnik, on va voir. Donc, mais après, tu as le sud de la France aussi qui est cool. Moi, j'ai adoré quand j'étais à Montpellier. Donc, c'est vrai que la France, le nord, parce que nous, toi, tu viens de Bretagne, moi, je viens du nord de la France. Donc, c'est vraiment pas les meilleures régions, honnêtement. Mais quand j'étais à Montpellier. Après, dis pas ça de la Bretagne, parce que dans les commentaires. J'avoue. Mais non, c'est sûr que ça change. C'est pas la même ambiance dans le sud. Toi, t'avais vécu là-bas un petit moment. Ouais, un an à peu près à Montpellier. Et franchement, j'ai vécu ma meilleure vie là-bas, je crois. Ouais, tu m'en parles souvent. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne période. Ouais, en fait, ce que j'aime à Montpellier, c'est t'as l'ambiance de la ville où les gens sont chill. Après, t'as aussi ça ici. Mais t'as aussi ce truc, t'as pas la barrière de la langue. T'as des gens, l'accent du sud, moi j'aime beaucoup. C'est chantant, etc. Après, t'as la mer pas loin également. Genre, t'as 10-15 minutes de la mer. Et non, franchement, l'atmosphère, j'ai trop kiffé. Ouais, je peux comprendre en vrai. Mais du coup, la Croatie pour l'instant. Ouais, pour l'instant. En fait, j'ai ce truc aussi de me dire, tu sais, tu pars en voyage comme ça plusieurs mois, t'es pas avec ta famille, c'est aussi le débat de est-ce que tu t'expatries dans un autre pays et auquel cas tu passes pas de temps avec ta famille, tes proches et si demain il leur arrive un truc, tout le temps que tu as passé à voyager, à profiter, même si la raison de pourquoi tu fais ça, c'est pour leur faire plaisir à eux plus tard, on sait jamais, tu vois, ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça que je préfère, pour l'instant en tout cas, rentrer en France, passer du temps avec mes proches et aussi créer une société en France malgré tout. Ouais. Et du coup, dans tout ça, genre la solitude, entre guillemets, même si on est deux ici, tu as un aspect, pas isolement, mais du coup, tu n'as plus tes potes, tu n'as plus ta famille, on fait que bosser, on a rencontré du monde, comme je l'ai dit, mais pas, tu vois, c'est pas, on rencontre des gens tous les jours. Tu as la barrière de la langue aussi. Comment toi, tu vis tout ça? Est-ce que… écoute, en vrai… Ouais, c'est plus dur parce que, surtout quand tu voyages seul, je pense. Là, à deux, ça va, comme tu l'as dit. Ouais, après, tu as cette solitude, effectivement, quand tu es tout le temps derrière ton ordinateur à travailler, ça peut vite devenir lassant. Et c'est aussi pour ça, là, j'entends beaucoup parler de ce business de… Tu fais pas des coworking, mais tu fais des villas où il y a plusieurs entrepreneurs qui se rejoignent et ils travaillent ensemble. Et ça, je pense qu'au niveau de la productivité et du bien-être, je pense que c'est ultra bénéfique et qu'il y a un besoin sur le marché. Moi, personnellement, ouais, c'est vrai que voyager seul, je pense que ça pourrait peser sur le moral à un moment donné. Tu vois. Ouais, je pense que c'est pas la même chose. Même ici, franchement, on se tire vers le haut, on est tout le temps en train de bosser, aller au sport. Enfin, il y a quand même une atmosphère vraiment positive et d'évolution. Donc, c'est sûr que si tu mets ça, tu le transplantes en business, entre guillemets. Je pense qu'il y a une vraie cible. Et moi, le premier, je serais prêt à payer, tu vois, pour aller dans une coloc avec une villa où tu n'as que des entrepreneurs et tu fais full business. Donc non, c'est quelque chose à développer, c'est clair. Hein. Et toi, l'importance de l'entourage du coup dans tout ça? Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte que ici,
en étant avec toi parce que du coup, forcément, tu t'es influencé par les gens avec qui t'es. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit t'es la somme des 5 personnes que tu côtoies ou un truc comme ça. Je pensais que c'était une phrase bateau et j'étais là maintenant juste j'ai mes objectifs, je le fais et c'est tout. Et en fait, les gens qui t'entourent, indirectement, ils t'influencent, tu vois, même si tu n'y penses pas. Moi, par exemple, tu vois, je vais au sport régulièrement, enfin 5-6 fois par semaine, et indirectement, toi, tu t'es remis à venir à la salle avec moi. Ouais, c'est vrai, du coup, je me suis mis à retourner un peu à la salle alors que j'avais un petit peu abandonné ces derniers temps. C'est ça, du coup, ça fait du bien. Et ouais, moi-même, je suis une éponge, tu vois. Si je côtoie des gens comme ça, je sais que indirectement, je vais faire les mêmes actions, prendre les mêmes décisions. Et comme la prise de décision, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important. Bah, toi-même, c'est pareil. Si tu me vois bosser tard le soir et tout, tu as tendance à plus travailler, etc. C'est ça. Ouais, non, c'est sûr, on s'influence positivement. Et ça marche. Du coup, si tu es avec des mauvaises personnes, indirectement, tu seras plus flemmard ou tu vas pas au sport, ou soit même des croyances limitantes. Un gars qui te dit bah non, moi je fais ça, c'est pas possible, bah, indirectement, tu vas croire que c'est vrai. Alors que si tu es avec que des gars qui sont motivés, qui font du sport, etc., qui se bougent, indirectement, toi aussi, tu feras les choses dans ce sens-là. Même si c'est un petit peu, tu le feras. Tu vois. Bah, c'est comme tu vois, la barrière de la langue, là, on est en Croatie, etc. Toi, tu as plus de facilité. Je me dis, ok, je suis obligé d'apprendre, de me pousser aussi là-dedans. Et moi, à l'inverse, j'ai plus de facilité à aller vers les gens, donc à discuter comme ça avec des inconnus dans la rue. Toi, tu as peut-être moins de facilité. Moi, j'ai du mal. Moi, je suis plutôt réservé, timide. Même sur les réseaux, je me montre pas encore. Genre, pour être 100% transparent, là, ça fait 4 ans que j'entreprends. J'ai pas de site internet, alors que je fais des sites internet. Je poste très peu. Là, je me mets à poster sur LinkedIn. J'ai pas de compte Insta, j'ai pas YouTube. Enfin, tu vois, je me montre très peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je développe. Et dans la vie en général, même je suis pas quelqu'un qui se met en avant, qui va vers les gens, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut que je travaille. Je m'en suis rendu compte en étant ici et en voyant toi commenter vis-à-vis des gens. Même si tu parles pas la langue, tu es même plus à l'aise à demander quelque chose ou quoi sans te poser la question. Alors que moi, je sais pas, je me dis toujours qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Enfin, c'est vraiment un axe qu'il faut que je développe là-dessus, d'aller vers les gens et que ça peut que m'apporter du positif, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, comment tu fais ton acquisition client aujourd'hui Ouais, du coup, moi, l'acquisition client, il faut savoir que j'ai fait une grosse erreur. J'en ai fait un post LinkedIn d'ailleurs. Je me suis reposé pendant 3 bonnes années que sur une seule source de trafic d'acquisition client qui était ComeUp, donc anciennement 5euros.com. Je me suis mis très tôt sur la plateforme et du coup, ça fait que j'étais très bien référencé. J'avais des clients en automatique. Donc, quand tu as quelque chose qui marche, tu te reposes dessus et tu es là en mode bon, bah, je reste dessus. Sauf que là, il y a eu pas mal de changements sur la plateforme, etc. et une baisse d'activité au niveau des clients. Et du coup, j'ai dû trouver d'autres stratagèmes pour trouver d'autres clients. Et ça s'est basé sur 3 choses. La première, mon réseau. J'ai relancé mon réseau, etc. Ce qui m'a apporté beaucoup d'opportunités intéressantes. Donc ça, à ne pas négliger, je me suis rendu compte de la force que c'était. C'est incroyable. C'est insane. Et en plus, le point positif du réseau, c'est que tu es validé. Ça veut dire que s'il y a un gars qui te recommande auprès d'un autre gars, et bah, tu es quasiment sûr de le closer parce qu'il dit « Oh, je le connais, Nathan, il bosse bien, machin, tu es validé déjà ». Donc le réseau, deuxièmement, toujours les plateformes freelance. Donc par exemple, là, deux derniers deals super intéressants que j'ai closés sur Malte, des grosses boîtes, j'en dirai plus quand j'aurai fini le projet, mais des très gros trucs. Beau client, ça. Je ne pensais pas travailler pour des gens comme ça un jour. Et troisièmement, toute transparence, j'ai des agences qui me sous-traitent des missions. Donc ça peut paraître, super, il prend de la sous-traitance, il est payé que dalle. C'est pas le cas. On trouve un équilibre toujours. C'est gagnant-gagnant. Et tout simplement, l'agence, je sais pas, facture 5 000 €. Moi, je prends 2 000, ils prennent la marge. Et ça m'apporte surtout de la stabilité. Je me dis, ok, c'est des partenariats entre guillemets que j'ai. Donc sur peut-être une mission, c'est pas intéressant. Mais le fait que du coup, il y a des clients là, des agences avec qui je travaille depuis 3, 4, 5, 6 sites, ça m'apporte quand même une certaine récurrence qui n'est pas négligeable. Du coup, voilà un peu mes sources d'acquisition hyper intéressant. À ce niveau-là. Puis toi, je te dis du coup, depuis un petit moment, focus-toi sur la création de contenu. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, la création de contenu, c'est vraiment tu plantes des graines et sur le long terme, ça va forcément payer. C'est vraiment le personal branding. Je trouve que c'est la chose la plus importante et heureusement, je l'ai compris assez tôt. Et c'est pour ça que c'est comme ça que moi, j'acquiers aussi mes clients en automatique, plus ou moins. Sauf que je dépends de rien, entre guillemets, sauf des plateformes. Mais YouTube, il y en a plusieurs des plateformes. Donc ça aide. Et puis après, il y a ma liste email aussi derrière. Donc il y a toutes ces choses-là qui m'aident à acquérir des clients, plus le fait que je vais faire de la publicité aussi en plus. Donc j'ai un tunnel de vente que j'ai fait aussi où je vends un template de créa. Et derrière, je propose un appel en fait, directement avec moi, un appel de consulting. Et en fait, le fait de mettre en place différentes sources d'acquisition comme ça te permet de rapidement aller chercher des clients en automatique. Après, évidemment, tu as la force du réseau.
hyper important. Là, les gens avec qui je m'associe, justement, ça en fait partie. C'est un gros réseau d'entreprises autour de moi qui m'aident beaucoup. Puis après, tu t'en as parlé aussi, la sous-traitance. Vous savez que je suis en guerre contre le SMMA, mais je pense que dans certains cas, ça peut être bénéfique. Et il y a des agences qui sont vraiment sérieuses pour le coup. Donc ça peut être ultra intéressant, surtout quand on commence, je pense, quand on n'a pas forcément la légitimité d'avoir des clients. Les agences qui sont là depuis longtemps, elles en ont de la légitimité et elles ont du mal parfois à recruter des freelances ou déléguer des missions. Donc ça peut être super intéressant de commencer par là. Après, les plateformes de freelance, comme tu l'as mentionné, je pense que c'est la base. Et après, il y a tout l'aspect prospection. Nous, qu'on ne fait pas tellement. Moi, j'ai fait de la prospection là très récemment où j'ai appelé une marque, mais vraiment, ça s'est fait sur un coup de tête. J'avoue. J'ai appelé une marque comme ça, qui était plus ou moins dans la même niche qu'une marque avec laquelle je travaille. Et je me suis présenté en disant, voilà, je travaille avec telle marque qui est dans votre niche. Et en fait, le fait de se présenter comme ça en tant que média buyer, où vous travaillez dans une niche en particulier, eh bien, ça intéresse automatiquement parce que vous avez de la data, vous avez de la preuve de concepts créatifs qui marchent pour tel ou tel sujet justement. Donc ça, les marques, elles adorent. Et j'ai closé comme ça au téléphone en 5 minutes. C'est fou. Il était genre en plus 19h, 20h. Tu me dis, je passe un coup de téléphone, je t'entends, tu parles business et tout. Tu ressors 5 minutes après, tu me fais, j'ai un R2. Incroyable. Direct. Du coup, c'est ça la force d'être ensemble parce que du coup, tu as des feedbacks, on en parlait aussi. Ouais. Le fait aussi des fois de se remettre en question et d'avoir un feedback d'une personne qui est dans le business, ça c'est incroyable. Mais comme quoi, la prospection, faut qu'on développe ça parce que même moi là pour le gros client, je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas encore terminé le projet, mais je ferai un post par rapport à ça. C'est un très gros client, voilà. Et j'ai juste envoyé. On peut dire qui veut être mon associé. Ouais, vas-y. C'est une marque qui est passée dans l'émission, du coup je suis content. Et du coup, tu vois, j'ai juste envoyé un mail. Je regardais l'émission, il était 23h, j'étais en calbar dans mon lit. Je dis, vas-y, est-ce que j'envoie pas? Je dis, vas-y, j'envoie. Et j'envoie bonjour, machin. Je fais un petit texte en mode, il y a des actes d'amélioration, est-ce qu'on peut s'appeler? Il me dit, ok, dis-moi en plus, etc. Je lui envoie un Loom avec un audit gratuit. Je regarde son site en 3 minutes, tu vois. Je lui dis, ok, ton site est bien. Il y a ça amélioré, ça. Le résultat, c'est qu'on t'apporte de la crédibilité, on t'apporte du professionnalisme et ton taux de conversion, il va être amélioré parce que là, ton site, il ne fait pas pro. Tu as un bête de projet, mais le site, il ne fait pas pro, tu vois. Ouais. Et direct, il m'a dit, ok. Hyper intéressant. Et ça m'a pris 3 secondes, tu vois, j'ai envoyé le mail et vraiment, je me suis dit, est-ce que je l'envoie ou pas? Je dis, le gars, il doit avoir tellement de demandes. Et il m'a répondu 2 semaines après, désolé, j'ai beaucoup de demandes et tout, on s'appelle, machin, et je l'ai closé comme ça. Incroyable. Donc comme quoi, faut démarcher. Et il suffit d'un mail, tu vois, même si... Je pense, par contre, ce qui est super important, et on peut en parler, c'est la personnalisation. Ça sert à rien d'envoyer du volume, je pense. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais juste moi, j'en ai personnaliser. Fait un peu, J'ai fait un peu de volume sur Lemlist, scrapping, etc. Et par expérience, c'est vrai que j'ai pas eu des retours incroyables, même plutôt des retours négatifs en faisant ça. Je pense même que ça peut jouer sur l'image de marque, entre guillemets, sur ton personal branding, si tu es là et que tu es là à courir après les clients. Je pense que plutôt que d'envoyer des mails à froid, peut-être que d'appeler, c'est mieux dans la mesure où tu as pu analyser les pubs, etc. avant. Tu n'envoies pas un email automatique, tu n'envoies pas des trucs en automatique. Je ne sais pas si c'est superstitieux, mais j'ai la sensation quand même que quand tu personnalises comme ça, dans tous les cas, tu as x10 sur les retours. C'est assez impressionnant. Donc du coup, c'est ce que je peux vous recommander à tous de faire. C'est clair. Même dès les premiers mots, tu vois, si quelqu'un t'envoie un mail, peu importe le sujet, s'il dit juste bonjour ou s'il dit bonjour Nathan, direct, tu vois, moi je vais le lire, tu vois, je le vois l'objet, tu vois bonjour Nathan, tu dis attends, tu vois, tu lis direct. Alors si tu as juste bonjour, ça après tu peux l'automatiser. Après c'est un exemple, mais par contre moi dans tous mes mails j'essaye de vraiment convertir vers un premier appel. Parce que par mail, ça sert à rien de parler 3 heures. C'est clair. Moi, mon but, c'est juste d'avoir le gars au téléphone et déjà d'instaurer un climat de confiance, de lui montrer qu'il y a une certaine proximité, que je ne suis pas là en train de lui vendre. Je ne suis pas un commercial, tu vois, j'ai une expertise et mon but, c'est de l'aider de base. Donc, c'est ça vraiment que j'essaie de mettre en avant et ça se fait par téléphone, tu vois. Après, tu as aussi les live TikTok. Là, on en parlait, c'était un vrai sujet là récemment. C'est vrai. C'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des mecs ça. qui convertissent de malades grâce à des lives sur TikTok. Carrément. Toi, dans ta niche, il y en a pas mal. Il y a James sur TikTok, c'est trop bien. Dans la création de titres. Il est très très chaud et il apporte beaucoup de valeur par rapport à ça. Il y en a un autre, Andrea, je crois, un truc comme ça. Je connais pas tout ça. Après, c'est du taf, mais je me dis, par contre, niveau acquisition client et crédibilité, les gars, tous les soirs, ils sont en live. Tous les soirs. C'est clair, et ça crée encore plus de proximité qu'avec YouTube. Même si là, tu tournes un podcast, c'est un contenu long, etc. Peut-être des gens qui nous écoutent. Il n'y a pas d'interaction, tu vois. Il n'y a pas autant d'interaction que sur un live où vous pouvez poser vos questions, on y répond, etc.
Et d'ailleurs, on s'interrogeait à savoir si on faisait un live TikTok en même temps qu'on tournait le podcast. Ça aurait pu être cool. Peut-être la prochaine fois. Mais effectivement, de plus en plus, moi je me suis mis au live TikTok du coup. J'en ai fait 3-4. Je pense que je vais en faire de plus en plus parce que ça me plaît, en plus j'aime bien. Et ouais, franchement, l'intérêt. Tu prenais les abonnés en plus. Hein, tu gagnes beaucoup d'abonnés. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Et du coup, pour résumer, si on résume toutes les sources d'acquisition client, parce que ça va intéresser forcément, je pense, les gens, il y aurait donc la création de contenu, potentiellement donc les live TikTok, tout ce qui est prospection, mais on recommande de le personnaliser vraiment. Ouais, 100%. Après, il y a les plateformes de freelance, il y a le réseau, ça fait 5. Je ne sais pas si tu as d'autres idées. Sous-traitance, on l'a dit. Ouais. Sous-traitance, effectivement, même. Bon, ça fait 6, mais ça fait un peu partie du réseau peut-être. Ouais, pour moi, c'est deux choses un peu différentes, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Et après, ouais, création de contenu. Je pense que c'est. En fait, c'est déjà le principal et c'est le plus important, je pense. Moi, c'est sur ça que je focuserais si j'étais débutant, que je voulais faire mes premiers 10K par mois. Honnêtement, ça se fait bien. Après, il y a même. Vous pouvez vous faire recommander après. C'est la recommandation aussi. Dans le réseau, ouais. Ça fait un peu partie du réseau. Ouais. Mais ouais. C'est vrai que c'est intéressant, ouais. Du coup, après, on avait vu tout à l'heure, tu vois, des questions sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord, donc on va parler de ça. C'est vraiment des gros points, entre guillemets, business ou dans la vie en général. Et on avait quand même des dissonances par rapport à ça. Donc le premier, on avait mis, est-ce qu'il vaut mieux dans le business aller all-in, skin in the game, comme on dit, et vraiment, tu fais que ça, ou avoir un équilibre et réussir à un peu être le meilleur dans tous les domaines de la vie, à savoir, je sais pas, le sport, ta famille, le business, etc. On avait deux opinions là-dessus. La mienne, c'était plutôt l'aspect d'équilibre, et la tienne, c'était plutôt l'aspect all-in. Ouais. Donc on va développer ça, tu vois, qu'est-ce qui te fait dire, vas-y, on me fait all-in et t'as pas d'équilibre. Du coup, pour ce sujet-là, tu es obligé d'avoir un équilibre sur le long terme si tu veux durer. Pour moi, skin in the game, ça peut marcher. Mais si tu fais ça pendant 20 ans, à la fin, t'es cramé, tu vois. Pour moi, il faut un équilibre. Après, ça dépend de la vision aussi. Mais moi, ma vision, c'est je veux pas juste être un mec qui fait du business et c'est tout, et je fais de l'argent, mais je sais pas parler. Mon physique, il est éclaté, je mange de la merde. Tu vois, j'ai besoin d'avoir un équilibre de vie où je me dis, j'essaie d'être le meilleur dans mon sport, d'avoir un bon physique. J'essaie d'être le meilleur dans le business. J'essaie d'avoir un équilibre familial, / couple, / ami, tu vois. Et j'ai besoin d'avoir ça. Je peux pas juste me dire, je fais du business 10 heures par jour et je fais rien à côté, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, le sujet là-dessus, c'est que j'ai la sensation que si tu laser focus un sujet, en tout cas moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu tout ou rien. Mais après c'est vrai que ça élimine des choses. Par exemple le sport, moi j'étais en STAPS avant, j'ai fait des études là-dedans, je m'entraînais tous les jours quasiment. Et du jour où je me suis focus sur le business, c'est vrai que j'ai délaissé le sport. Et en un sens, c'est vraiment mauvais, c'est sûr. Mais d'un autre côté, je me dis que j'aurais jamais avancé aussi vite. Alors oui, tu peux te cramer, je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais après, je sais que ça va avec ma personnalité où je fonctionne comme ça. Et c'est de cette manière-là qu'à 23 ans, j'ai pu faire mes 10K par mois, j'ai pu aller super vite, j'ai rushé. Mais après, j'avoue que ça dépend vraiment de la vision que tu as, si tu veux rusher, et ça dépend de ton why. Genre moi, je me dis, en fait, j'ai un why où je me dis, j'ai trop peur qu'il arrive un truc à quelqu'un de ma famille que j'ai pas pu les faire kiffer avant ou autre, tu vois. Bon, du coup, on a eu un petit souci avec le trépied. On a peut-être un angle différent par rapport à la vidéo d'avant. Mais on va reprendre. Du coup, pour finir avec ce sujet-là, je disais que je pense qu'il y aura toujours besoin de l'humain, même dans les métiers du digital, et que encore beaucoup de clients recherchent ça. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ça. Moi, je pense que j'avais fait le tour. Ouais, non, l'IA, je pense que… En fait, à mon avis, ça va être une presta qui va être supplémentaire et qui va venir compléter un petit peu les prestats qu'on a actuellement. Par exemple, il y a maintenant on peut mettre en place des personal shoppers, on appelle ça pour des e-commerçants. C'est en fait un bot qui va répondre à toutes les questions que les gens se posent quand ils arrivent sur un site e-commerce. C'est plus qu'un chatbot, c'est un chatbot mais vraiment personnalisé avec la data du e-commerce et qui est 100% automatisé. Et je pense que du coup l'IA va remplacer le SAV, va venir remplacer des tâches répétitives de plus en plus. Donc à mon avis, dans certains métiers du digital, je commence à m'inquiéter un peu. Dans le marketing, c'est plus pour l'instant une aide, mais on verra ce que ça donne. J'ai le même avis que toi là-dessus. Moi, je vois vraiment ça comme un outil pour l'instant, avec lequel il faut se familiariser et ça nous aide, tu vois. Après, on ne sait pas dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas ce que ça va devenir, tu vois.
Donc, La tendance, avait quand même à essayer de remplacer un max l'humain dans je comprends. certains domaines. Après, on verra. Hein. Franchement, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas pour le moment. Ouais. Après, on ne sait pas, ça peut évoluer tellement vite. Dans 2 ans, ça se trouve. C'est pour ça qu'il faut all-in. T'en reviens là-dessus. Du coup, sujet suivant, on voulait parler un peu de l'importance de l'entourage. Et entre parenthèses, plafond de verre, etc. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est pas mal rendu compte ici, enfin, moi, pour ma part. Parce que là, tu as 2 ans de moins que moi. Ouais. Et tu fais déjà 3 fois mon chiffre d'affaires, tu vois. Et c'est vrai que j'ai quand même, ça fait 3 ans là où moi je stagne pas mal, niveau chiffre d'affaires, niveau presta, etc. Et c'est vrai de te voir faire ce que tu fais, etc. Même au niveau de la création de contenu, tu vois, c'est vrai que c'est giga inspirant. Et là-dessus, c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que l'entourage, ça avait une importance de ouf sur tes croyances et tes actions aussi, tu vois. Je me souviens, moi, à l'époque où j'étais encore salarié, justement, toi, quand je t'ai rencontré, tu étais déjà entrepreneur. Oui. Et ça m'a motivé de fou à entreprendre à l'époque. Je me souviens, je me mettais plein de croyances limitantes, comme quoi je ne pouvais pas y arriver. Quand je te voyais, je me disais, mais comment il fait? Tu vois, c'est une prise de risque de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi le fait que quand j'étais étudiant et que j'ai arrêté les études, je ne pouvais pas revenir en arrière. Parce qu'il y avait mes parents derrière qui me poussaient pas forcément. Donc ça aidait pas non plus dans le sens où ils avaient peur, ils voulaient que je trouve un emploi. Eux, quand j'ai trouvé un CDI à l'époque où j'étais au SMIC, ils étaient super fiers de moi. Tu vois. Donc c'est un petit peu ce truc-là. Et moi, j'ai vécu quand j'étais étudiant avec la bourse, tu vois, j'étais échelon 4. Donc en vrai, j'avais ça. Ouais, c'est genre, tu avais 400 balles de bourse parce que ma mère était au chômage pendant longtemps. T'as le maximum d'aide possible. Ouais, c'est ça. Et comme j'étais dans la galère financièrement quand j'étais étudiant, mais heureusement, j'avais ça. Et je voulais pas en dépendre, tu vois, vraiment dépendre de la bourse, voilà. Enfin, à un moment donné, tu fais rien quoi dans ta vie. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, donc du coup, cette période-là où j'étais salarié et que je te voyais entreprendre, je me disais putain, mon rêve c'est ça, c'est d'entreprendre. Et au fur et à mesure où tu pètes tes croyances limitantes, au fur et à mesure que tu développes ton chiffre d'affaires, c'est là où tu te dis en fait, tu peux aller chercher bien plus, tu as des mecs qui sont encore plus loin. Donc voilà, je pense qu'après, il faut être fier aussi de ce qu'on accomplit. Il ne faut pas se contenter forcément de ce qu'on a. Mais il faut être reconnaissant, tu vois, de la vie qu'on a actuellement. Je pense que là, quand moi je descends le matin, j'ouvre la fenêtre le matin, je suis face à la mer, c'est juste incroyable la vue qu'on a. Et on est trop content d'être là en vrai et d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. On a de la chance. J'ai pas mal de sujets qu'on peut lancer si tu veux. Déjà, c'est que, en fait, vu qu'on est tout le temps dans la sphère business, on se rend pas compte qu'il y a, pour la plupart des gens, c'est un peu spécial ce qu'on fait. Tu vois. Déjà, je dis pas qu'on est spécial, je dis juste que le fait de pouvoir travailler où on veut et d'avoir par exemple cette vue-là, etc., c'est quand même assez spécial. Mais nous, on s'en rend moins compte parce qu'on côtoie des gens et on regarde toujours au-dessus, tu vois. On dit toujours, putain, lui, il fait 20 000 balles, il a lancé ça, ils font 2 millions à l'année. On est dans cette sphère et pour beaucoup de gens, du coup, on se rend pas compte là qu'on a énormément de chance, tu vois, de faire ça à notre âge en plus. Il y a des gens, ils ont 40, 50 ans, ils feront jamais ça, tu vois. Là, tu vois de plus en plus des extrêmes quand même. Tu vois, des jeunes de 17 ans qui font déjà des centaines de milliers d'euros. Mais moi, tu vois, je me reconnais pas trop dans ça. Okay. Je sais pas pourquoi, parce que je me dis, je sais pas, c'est trop extrême. Genre, j'aime bien, et c'est pour ça aussi que on fait ce podcast, c'est que je me dis, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître aussi. Tu vois, tu fais entre 5 et 10 cas par mois et t'évolues, entre guillemets, normalement. Même si c'est hyper inspirant de voir des mecs qui ont 17 ans qui font des trucs de fou. Moi, j'adore. Mais je me dis juste que, c'est pas moi, j'ai plus cet âge-là déjà. Et puis, juste, je me dis, tant mieux, c'est génial, mais je me reconnais pas dans ce discours, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Et pour en revenir au sujet précédent, toi, tes parents, tu m'as dit que du coup, ils n'étaient pas forcément pour, entre guillemets. Après, comment toi, tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand tu as dit, là, je vais me mettre à mon compte? Parce que moi, j'ai pas eu du tout cette expérience-là, j'en parlerai après. Moi, c'était l'inverse. J'ai été poussé quand même. C'est vrai que du coup, tu avais ce truc où quand j'étais étudiant, que j'étais en 3e année de STAPS, mes parents étaient trop fiers de moi parce que je réussissais mes études. Et après, il y avait le master. Et à ce moment-là, du coup, j'ai arrêté pour me lancer dans le marketing digital, mais en tant que salarié. Donc à ce moment-là, justement, ma mère, elle a vu que j'avais un CDI. Donc là, elle était très contente. Mais le fait d'abandonner mes études, ça a déjà été un choc, entre guillemets, pour eux. Parce que tu sais, ils sont quand même vachement études, c'est hyper important, etc. Et je dis pas que… Bien sûr, c'est important, je pense. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une opportunité. Et ça m'intéressait en plus de ça, j'étais curieux quand même de ce domaine-là, du marketing digital. Et donc, quand
je me suis lancé là-dedans. Effectivement, ils ne m'ont pas suivi jusqu'à ce que j'ai mon CDI. Là, voilà, c'était cool. Et il y a eu une deuxième période où j'ai démissionné de ce CDI pour me lancer en freelance. Et là, pareil, ça a été le choc. C'est entre guillemets, tu vois, ils ne m'ont pas forcément suivi sur cette décision. Mais j'avais bien réfléchi aussi à ce qui allait se passer par la suite. Je savais que le métier de média buyer, c'était un métier hyper recherché sur le marché de l'emploi. D'ailleurs, j'ai pas eu de mal à retrouver un truc derrière. Je travaillais pour J7 Media juste après, donc une grosse agence à l'international. J'ai pas eu de difficulté à rentrer dans des grosses agences comme ça. Et voilà, donc au final, il ne faut pas toujours écouter des gens qui veulent ta sécurité parce qu'ils ne sont pas forcément là pour toi t'aider à, en tout cas, à atteindre tes objectifs et tes ambitions. Donc il faut le voir vraiment dans le sens inverse où même parfois il faut être égoïste dans sa prise de décision, même si c'est pour eux que tu le fais en fait. Dis-toi que si tu le fais pour eux, sois égoïste et même au début, je dirais ne partage pas trop l'argent que tu as, que tu économises. Moi personnellement, à l'heure actuelle, maintenant je donne de l'argent tous les mois à ma mère parce que je peux me permettre, avant je ne pouvais pas. Mais du coup, c'est un putain de… Enfin, c'est le truc qui me drive, tu vois. Et je me dis, putain, c'est le truc qui me rend fier. Mais à l'époque, je ne pouvais pas et elle ne comprenait pas ce que je faisais, et machin. Et maintenant que, entre guillemets, tu as ce retour où je peux l'aider financièrement, bah là, évidemment, elle comprend ma décision et bah, tout de suite, c'est logique, quoi. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est sûr. Bah, après, ouais, moi, j'ai pas eu la même expérience. Mes parents, ils m'ont toujours quand même soutenu, pas du tout financièrement, tu vois. Genre, c'est pas, comme je disais, je suis parti à 17 ans et demi, 18 ans, je m'entends très bien avec eux, mais juste j'avais besoin d'indépendance, etc. Donc, c'était pas soutenu en mode ils sont là pour moi financièrement, etc. C'était vraiment mentalement. Tu vois, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, bon, bah là, je réfléchis à quitter mon poste pour me lancer en freelance à temps plein, etc. Bon, ils étaient pas contents, tu vois, c'est pas le mot, ils vont pas être là en mode oh, trop bien, tu prends des risques. Mais ils comprenaient la démarche, tu vois. Ils voyaient que je commençais à me former, à développer, à travailler en parallèle de mon travail de salarié. C'était pas une décision folle, entre guillemets, tu vois. Ils s'attendaient à ça. Et du coup, je leur ai dit, voilà, je vais entreprendre, tu vois. Et ma mère, elle m'a dit, mot pour mot, je m'en souviens toujours, elle m'a dit, entreprends mon fils. Et là, j'ai fait, ok. Et le lendemain, je l'ai rappelé, je dis, allô, ça va? Bah, j'ai posé ma démission. Elle était là, moi, ah déjà? Je dis, ouais, j'arrête dans une semaine, c'est fini. Ouais. Et j'avais besoin de ce feu vert, entre guillemets, que quelqu'un me dise, vas-y, tu peux y aller. Bien. Et elle m'a dit, vas-y. Et en plus, je suis quelqu'un qui est très dans le calcul, donc je savais, je lui ai dit, écoute, si ça marche pas, bah, je perds rien en fait. Je travaille au McDo. Tu veux qu'il m'arrive quoi? C'est que du plus. Si je rate, bah quoi? Bah, je refrappe à la porte du McDo, je retravaille là-bas. C'est ça. Puis moi, en fait, c'est de la logique. C'est juste, je me dis, tu as des métiers comme ça où il y a très peu de. Enfin, il y a beaucoup de demandes, mais il y a très peu d'offres. Dans le métier de média buyer, à l'heure actuelle, c'est encore un métier où tu as toutes les entreprises qui doivent faire de la publicité en ligne et 99% qui n'en font pas encore. Et sur le marché, tu n'as pas énormément de média buyers à l'heure actuelle qui proposent leurs services, qui sont compétents. Donc ouais, il y avait cette opportunité. Et moi, pour la petite anecdote, la première fois qu'on m'a parlé de Facebook Ads, par exemple, je me suis dit, mais est-ce que Facebook, c'est une entreprise, ça va durer dans le temps? Tu vois, moi, je me posais ce genre de questions à l'époque. C'est une petite boîte. Ouais, genre, non, mais je me disais, mais ça se trouve, Facebook, demain, hop, ça n'existe plus, tu vois. C'est en plus, Facebook, c'est le réseau où personne n'y va, tu vois, à notre âge, on n'y va plus trop. Derrière, tu as Insta, ouais, derrière, tu as Meta, en fait, tu as l'écosystème. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément. Il y a un autre sujet aussi, je voulais évoquer avec toi, c'est ce truc de… moi, si j'avais vu quelqu'un dans mon entourage faire ces chiffres-là à l'époque, tu sais, où genre je suis étudiant, etc. Si j'avais vu quelqu'un faire ça dans mon entourage, mais j'aurais posé 10 000 questions de comment il fait, etc. Et je trouve que les gens ne sont pas hyper curieux. Et je trouve ça, c'est le pire défaut de la plupart des gens. C'est qu'ils ont peut-être tellement d'informations que du coup, je pense qu'ils ne sélectionnent pas ou je ne sais pas, mais ils ne sont pas curieux d'en savoir plus. Moi, je pense qu'il y a une catégorie de gens qui n'en ont rien à foutre. Ouais, c'est vrai, c'est ta théorie. Ouais. Ah, je pense qu'il y a des gens, moi j'en ai parlé à plusieurs personnes et tout, je dis mais tu sais, je peux t'aider. Tu sais, ils sont là, mon taf c'est de la merde et tout, j'aime pas ce que je fais, je gagne rien. Et je suis en mode, moi je peux t'aider, genre si tu veux, je connais ça, je te montre comment faire, on y va. Ah ouais, mais non. Et là, tu as toutes les excuses. Ah non, mais je peux pas, c'est compliqué, faut que je fasse une forme. Tu as toutes les excuses. Et je pense qu'il y a ça, donc il y a des gens qui, carrément pour eux, ils se disent je suis pas capable, je ferai pas ça. Et il y a des gens, je pense, qui s'en foutent. Tu vois. Ils en ont rien à faire. Genre, il y a des gens, ils s'en foutent, mais royal. Mais ils sont là en mode putain, t'as trop une belle vie, c'est trop bien et tout. Par contre, ils sont là en mode je dis, mais tu pourrais faire pareil. Enfin, tu sais, tu peux te donner les moyens et réussir. Ouais, non, j'ai pas envie. Tu vois, ils savent qu'ils veulent ce truc de je vais à mon taf, salarié, pépère, je vais boire des verres vendredi, samedi.
Et tu vois, Ouais, c'est ça, il y en a qui ils veulent une vie simple. ouais, qui veulent pas ou qui se disent que c'est pas possible peut-être aussi, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, ouais. Il y a les deux. Il y a les gens qui s'en foutent et les gens qui se disent c'est pas possible. Ouais. Il y a les deux, ouais. Mais c'est vrai que pendant l'espèce de conférence là, que j'ai fait pour une classe de BTS et tout, tu vois, ils étaient en mode. Ils m'ont posé plein de questions, c'était très intéressant. Mais je me suis dit, il n'y en a pas un qui va me venir en DM ou quoi me dire vas-y, comment tu fais et tout. Moi, je vois un gars qui fait ça comme toi. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai assisté à la conférence d'un mec dans ma ville qui parlait du fait qu'il faisait 20K par mois grâce à créer des sites internet, enfin grâce au digital. Attends, je me suis dit, mais attends, le mec, 20K par mois, attends, j'ai jamais entendu ça de ma vie, moi, ça n'existait pas. Et j'ai été le contacter sur Messenger, j'ai envoyé un message, le gars trop sympa, il m'a répondu et j'ai fait un appel avec lui. Et il m'a dit, ok, tu fais ça, tu te formes avec la formation Diomi Denzel pour apprendre déjà le dropshipping, ce que c'est, le e-commerce. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Tu suis les conseils de quelqu'un qui l'a fait, mais écoute pas les conseils de n'importe qui. De le voir en vrai, c'est encore plus palpable. C'est ça. Et après, j'ai pu le rencontrer, ce mec-là, et ça m'a level up de malade. Et j'ai travaillé pour lui. Après, justement, c'est pour ça que j'ai arrêté mes études, parce que j'avais en quelque sorte ce mentor qui m'a tout appris, qui m'a embauché dans son entreprise. Et même si j'ai démissionné de sa boîte après, parce que j'étais pas forcément super bien payé à l'époque, etc. Mais j'ai aucune rancune. D'ailleurs, c'est la personne avec qui je vais m'associer. Donc, tu vois, comme quoi, au final, c'est dingue. Il y aura peut-être moyen de faire un podcast s'ils viennent. Ouais, incroyable. Ce serait cool aussi qu'ils viennent sur le podcast. Donc, mon mentor, celui qui m'a formé, qui m'a tout appris, et avec qui je vais m'associer, du coup. C'est fou quand on y pense. C'est trop bien. Mais ouais, c'est vrai que cette question, c'est bizarre, tu vois. Les gens, ils se plaignent et quand ils ont quelqu'un qui leur montre qu'on peut faire les choses différemment, ils cherchent pas ils se disent peut-être c'est bullshit, je sais pas trop. Mais après, c'est vrai que sur Internet, les gens, je pense qu'ils disent c'est comme c'est sur Internet, c'est pas réel. Ouais, mais là, tu vois, la classe de BTS, par exemple, c'est une ville où j'ai grandi. Ils auraient pu se dire, moi aussi, je peux le faire. Enfin, là, c'est vraiment, il y a une proximité, tu vois. Donc après, ouais, je sais pas, peut-être, j'arrive pas trop à comprendre. Je pense que les gens ont des objectifs différents et il y en a qui s'en foutent, hein, franchement. Il y en a qui. Moi, j'ai des potes qui me disent, je pourrais pas faire ce que tu fais, tu vois, d'être tout le temps devant l'ordi. Il y a des gens à qui ça correspond pas. Donc après, mais pour moi, si j'avais un conseil, tu sais, il y a plein de gens qui cherchent à lancer des business et tout. Pour moi, il y a 2 business qui, tu peux les faire, ça marchera toujours, tu vois. C'est un peu pas de la bricole, mais le premier, c'est apprendre une compétence et la monétiser, ce qu'on a fait et ce qu'on fait toujours. Je pense que ça marchera toujours. Tu deviens expert dans ton domaine, tu monétises, tu auras toujours du taf, premièrement, et deuxièmement, achat-revente. Tout simplement. Et ça marchera toujours. Donc quelqu'un qui cherche... Bah après, je ne veux pas me faire d'ennemis, tu vois, parce qu'il y a plein de business qui fonctionnent et dropshipping, etc., ça marche, mais c'est de plus en plus dur. Mais pour moi, le moins de barrières à l'entrée et ce qui peut rapporter le plus en termes de marge, c'est soit tu fais de l'achat-revente, tu te spécialises dans une niche, je sais pas, les vêtements vintage, moi j'avais fait ça à une époque, et tu rachètes, tu revends, tu prends une marge, ou soit tu apprends une compétence, il y a tellement de domaines, tu apprends une compétence, tu deviens expert dans ton domaine, tu la monétises. Pour moi, c'est les 2 choses les plus simples à lancer, ça sert à rien de faire... Et tu peux faire les deux, parce que moi à l'heure actuelle, c'est ce que je vais faire, tu vois, genre je développe mon personal branding pour avoir de la presta qui rentre en automatique, et derrière je vends des produits digitaux, c'est aussi simple que ça, et ça te permet de scaler, de passer à l'échelle, etc. Toutes les personnes qui sont bloquées dans la presta de service, vous pouvez aussi vendre des produits annexes, des produits à côté, parce que vous avez une expertise là-dedans, vous avez un storytelling, vous avez quelque chose qui fait que vous êtes légitime de vendre ce genre de produits digitaux. Donc pour moi, c'est la base. Après, bien sûr, tu peux faire un truc qui n'a rien à voir, genre les trucs dans l'IA. Et encore que, de plus en plus, je vais connecter aussi ces trucs de l'IA dans le domaine du marketing, comment créer des pubs avec Midjourney, comment l'IA peut s'intégrer dans tout l'aspect media buying. Et je pense que le mieux, c'est de créer un écosystème avec des synergies que tu peux retrouver comme ça entre une boîte de prestat de service, une boîte que toi, tu as une idée d'un e-commerce que tu aimerais lancer et tout. Bon, si ça ne va pas avoir, tant pis, c'est pas grave. Et puis finalement, en France, de toute façon, le mieux, c'est faire tout ça pour acheter de l'immobilier après, faire une holding et réinvestir tout ça en France, en tout cas, c'est comme ça Il faut un business à cash flow pour moi, tu vois, que ça soit de la vente ou de la presta. Mais c'est ça qui te permet après d'investir. Et les gens, ils cherchent à faire trop vite le raccourci. Et ça marche des fois, hein, ça marche même très bien pour certains. Mais il y a plus de barrières à l'entrée, tu vois. Genre, il y a des gens, ils cherchent à faire un SaaS direct ou lancer du drop direct. Et si tu n'as pas un minimum de cash flow, c'est compliqué, tu vois. Genre maintenant, se lancer en dropshipping, il faut dire les termes. Il faut un petit capital. Je ne dis pas qu'il faut 10 000 euros, mais si tu veux faire les choses bien et tu vois, entre le but... Ça prend du temps, tu as plein de compétences à avoir. Ça dépend ce que tu délègues aussi, tu vois. Et si tu délègues pas, ta boutique elle va être horrible et du coup tu perds du temps, tu perds de l'argent. Enfin,
il y a quand même pas mal de trucs à prendre en compte. Alors que l'achat-revente, demain, tu peux te lancer et acheter un truc à 10 €, le revendre à 30. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois? Moi, j'avoue que je suis plus fan des produits digitaux, tu vois, parce que je me dis, en vrai, tu as moins besoin de compétences de SAV, etc., parce que c'est un peu automatisé. Et derrière, tu as juste à maîtriser comment tu crées un tunnel de vente sur System.io, de trouver sur le marché américain un produit qui marche bien, de le répliquer, comme j'ai fait avec Money Prompt, et tu bourrines, quoi. Tu vends des upsells. Un budget pub, il te faut… Bon, le budget pub, ça se réinvestit, en fait. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. C'est-à-dire, en fait, une fois que tu dépenses en ads, comme c'est un produit digital, ça tombe directement quasiment sur ton compte bancaire. Et tu n'as pas de problème de livraison, de problème avec Stripe ou PayPal parce qu'il n'y a pas de remboursement quasiment sur ces produits-là. C'est des produits qui arrivent directement dans la boîte mail de la personne, donc elle est très satisfaite du produit. Okay. Si le produit est bien fait, c'est réinjecté en pub. Donc derrière, ça crée ce momentum qui est vraiment très intéressant. C'est aussi pour ça que moi j'adore les produits digitaux. Du coup, pour toi, pour résumer sur tout ce qu'on vient de parler avant, quel conseil ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se lance ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en général pour réussir? Est-ce que tu as des conseils, des clés, des choses où tu te dis ça c'est important, tu vois? Je pense en vrai la curiosité, parce que là on en parlait du coup, mais moi c'est ça qui m'a vraiment aidé. Genre à chaque fois j'étais curieux de découvrir un domaine, mais c'était pas forcément le business, tu vois, mais ouais, le business en ligne, je sais pas, je me suis dit il y a vraiment un truc à faire là-dedans. C'est vrai que tu as plein de business en ligne, en fait on a des centaines, donc du coup il faut écouter les bonnes personnes, mais une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, moi j'écoute quasi une personne par domaine. Genre dans l'investissement, je vais écouter Yann Darwin, tu vois, parce qu'il m'a fait gagner de l'argent. C'est un mec, je sais qu'il a ma confiance, il a mon trust. Et je fais pareil dans plein de trucs. Genre Yomi Denzel pour le e-commerce, Oussama pour tout ce qui est startup, prise de risque, prise de décision. D'ailleurs, j'ai fait un call avec lui. Tu vois, par exemple, il y a des gens comme ça à qui j'attribue une certaine légitimité, une certaine autorité. Et du coup, j'écoute que leurs paroles s'il y a une question en particulier dans un domaine. Je pense d'ailleurs, Yomi, je pense qu'il fait ça. C'est que genre, il a un coach selon chaque domaine de sa prise de décision. Et je trouve ça hyper smart parce que du coup, tu prends le feedback d'une seule personne qui pour toi est hyper légitime. Genre toi, par exemple, ça va être plus un feedback sur une prise de décision, lifestyle, équilibre, par exemple, parce que je sais que toi, tu attribues de l'importance à ton équilibre, par exemple. Et je vais plus venir vers toi pour ce genre de questions. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est parler aux bonnes personnes qui vont te faire level up, qui vont te provoquer des déclics. Et je pense que l'apprentissage aussi avec les livres, ça peut être cool. Donc lire des livres sur le business, ça peut te provoquer des déclics. Si tu as la flemme, les podcasts. Il y a des podcasts un peu plus divertissement maintenant avec Sans Permission et d'autres que je trouve vraiment génial pour commencer à ouvrir son esprit là-dessus. Et après, se spécialiser dans un domaine. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire. Je pense que même un entrepreneur demain qui veut développer une boîte, moi le pire conseil que j'ai entendu, c'est genre tu délègues tout alors que tu ne maîtrises même pas une compétence. Alors qu'en fait, le mieux, c'est d'être un technicien d'abord, donc de maîtriser un domaine parfaitement. Donc, c'est pour ça que les ingénieurs, souvent, ils sont meilleurs qu'un entrepreneur comme ça qui sait juste, entre guillemets, manager ou juste diriger 2-3 personnes comme ça. Parce qu'il a la vision du produit et si derrière, il a des compétences en marketing, je pense que c'est un massacre. On écoutait le podcast avec Eric Larchevêque et il disait que vraiment… un ingénieur, il sera toujours meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il a la maîtrise dans son domaine, il a la compétence. Et si je prends mon cas dans le media buying, j'ai une compétence qui vaut de l'or sur le marché que je peux aussi utiliser pour moi-même, pour mes business. Tu vois, le marketing, le fait de maîtriser les outils publicitaires, aujourd'hui, c'est un putain d'unfair advantage sur le marché. Pour moi, lancer un business, un produit digital, un produit e-commerce, je les lance en un claquement de doigts. Tout simplement parce que j'ai le réseau, j'ai les contacts qui peuvent créer un site par exemple et moi derrière j'ai les compétences pour faire de la pub. Donc en fait, je dirais de bien s'entourer, d'écouter les conseils des bonnes personnes et absolument de se former dans une compétence qui peut être la clé de voûte aussi de la suite, quoi. Et toi du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un débutant Du coup, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que le plus important, ça serait déjà de privilégier l'action à la réflexion. Donc ça ne veut pas dire y aller bêtement, encore une fois, c'est vraiment juste lancer le plus vite possible et se confronter au marché. Premièrement. Deuxièmement, n'écoutez personne. Mais pas, je sais pas comment dire ça, mais que ce soit en positif ou en négatif, tu vois. Si quelqu'un te dit non, ton idée c'est de la merde et tout, n'y va pas, ok, tu l'écoutes pas. Mais si quelqu'un te sauce trop en disant ça va marcher, fonce, tu vois, rester assez neutre et stoïque et se dire ok, j'ai un projet, je vais le lancer, on va voir. Et
prendre vraiment le moins d'émotions possible, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que les gens qui croient en toi, ça va te booster, et les gens qui ne croient pas, tu vois. Donc vraiment rester stoïque par rapport à ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier podcast. En vrai, j'espère que ça a plu à ta commu. Bah ouais, j'espère que ça vous a plu, les gars. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, parce qu'on voulait répondre à certaines questions, on ne savait pas. Ouais, si même jamais on pourra refaire aussi un épisode ensemble, ça serait cool. En tout cas, les formats podcast comme ça, j'en ferai de temps en temps, c'est sûr. Je dis pas que je vais tenir une chaîne de podcast machin, mais je continuerai en tout cas à faire des petits podcasts comme ça si ça peut vous apporter de la valeur. Donc merci Nathan, je mettrai les liens de Nathan en bio si quelqu'un veut faire un site internet, etc. Je recommande vraiment Nathan. C'était Karubo, c'était Nathan. Ciao. Ciao.